Bien, donc on va démarrer. Alors, bienvenue à tous à l'introduction de ce cours qui porte sur la gouvernance des maladies infectieuses. Euh, ce cours, euh, ce cours est une première. Euh, Alors, Josué, j'espère qu'il est là. Il y a des gens qui attendent dans la salle d'attente. Moi, je ne peux pas cliquer au même moment que je fais le cours. Donc, est-ce que Josué est là? Josué n'est pas là ou quoi? Oui, oui, prof, je suis là. Ouais, mais il y a des gens qui attendent d'être admis à la salle. Et si vous n'êtes pas proche de votre téléphone, moi, ça me perturbe. Parce que moi, je suis obligé de faire ce que vous devez faire de votre côté. Bon, alors, ce cours, à tous, j'aimerais attirer votre attention sur la nécessité de comprendre pourquoi on fait un tel cours. Un tel cours qui s'appelle Gouvernance des maladies infectieuses. Qu'aujourd'hui, c'est pas des concepts qui sont courants. Et en plus, le master s'appelle Écologie et gouvernance des maladies infectieuses. Euh, mais Et le titre du cours, c'est Gouvernance des maladies infectieuses. Mais vous, lorsque vous avez euh, été en contact avec l'idée de l'intitulé de ce cours, si on vous demande quelles sont les premières idées que vous avez, ou quand on vous parle de gouvernance des maladies infectieuses, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour vous, il s'agit de parler de quoi? Je sais qu'on est en virtuel, mais mettez-vous comme si on se voyait. Donc, en master, on ne vient pas au cours pour écouter, noter et puis on sort. On vient au cours pour interagir. Donc, je demande que tout le monde ouvre son micro d'ailleurs. Que tout le monde ouvre son micro. Et puis, comme ça, on parle en direct tous. Donc, ouvrez tous vos micros et puis on prend la parole, on parle. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Gouvernance de maladies infectieuses, il s'agit de parler de quoi? Je pense que c'est gérer les maladies infectieuses. Gouverner, c'est gérer peut-être, je disais, comme l'épidémie, que nous devons gérer cette épidémie. Par exemple, le Covid que nous avons maintenant, quand ça arrive, nous devons les gérer. Comment les gérer? Il faut qu'on prenne acte ou soit riposter pour qu'on puisse mettre fin à cette épidémie. Donc, nous allons gérer. D'accord, on va gérer. D'autres réponses? D'autres réponses, s'il vous plaît? Prenez la parole, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui est là pour écouter. Tout le monde doit se mouiller. Alors, oui, professeur. Pour moi, je pense que c'est un cours qui va nous donner les outils avec les... Les outils de... Non, on vous Je entend disais pas. ceci, c'est un cours qui va... Allô, professeur? Allô? Oui, on ne vous entendait pas là. Là, on a qu'un fond de bruit, on n'entend pas. Qui est en train de parler là? La parole est à vous, s'il vous plaît. Oui, Oui, professeur, professeur.
J'ai levé ma main depuis longtemps. Je ne sais pas si je mais le peux problème, c'est parler. que comme je partage mon écran, je ne vois pas vos mains. Donc, je ne sais pas comment je vais faire là. Est-ce que, bon, et peut-être là, vous avez toujours mon écran? Oui. Oui, oui. Oui, on a voit l'écran. très bien. Oui. D'accord, ok, ça va. Donc, j'ai pu superposer le champ où je vous vois et puis mon écran. D'accord. Bon, qui parle alors? C'est Jonathan ou Clémence? Bon, moi, j'ai un petit souci de connexion. Je ne sais pas si c'est maintenant, ça va. Ben là, on t'entend bien. Oui, professeur, je disais ceci à l'idée qui était venue, c'est que c'est un cours qui va nous permettre d'avoir les outils pour bien maîtriser la situation de maladies infectieuses. Ah, les outils pour maîtriser. Bon, d'accord. Qui dit autre chose? Oui, professeur, c'est Clémence. Moi, quand je Oui. vois le cours, je trouve qu'il y a deux concepts. Il y a d'une part la gouvernance et d'autre part maladie infectieuse. Alors, par gouvernance, j'attends à parler les politiques. Les politiques, donc je comprends que c'est une façon de voir comment les politiques font face à la gestion des maladies infectieuses. Comment les politiques font face aux maladies infectieuses. D'accord. C'est une façon de voir. Autre point de vue? Bon, il n'y a plus d'autres points de vue. Ça va, je vais passer. Alors, je vous partagerai. Non, vous aurez le PowerPoint. Ne vous en faites pas. Donc, Professeur, oui, oui, moi allez-y. j'avais un point de vue par rapport à la gouvernance. Oui, allez-y. Je vois plutôt la gouvernance comme mécanisme pour orienter la gestion d'une crise sanitaire, c'est-à-dire en amont, anticiper, c'est-à-dire faire des simulations en se référant aux crises passées et aux épisodes de crise passées, et ensuite appliquer cela sur le terrain en voyant comment orienter la gestion d'une crise en présence. Pour moi, la gouvernance, ça c'est le management en aval et en amont. En aval et en amont. D'accord. Alors, quand vous dites en aval, pour vous, l'aval commence à partir de quel niveau? Ça va de où à où? Pardon, professeur? L'aval. L'aval pour vous, c'est de quel lieu à quel lieu? Pour moi, en termes d'aval, c'est-à-dire qu'au moment où une crise se présente, on tient compte des éléments des crises précédentes, c'est-à-dire on fait des simulations. C'est un peu comme un plan de sortie. Donc, ce n'est pas qu'on reste statique en attendant qu'il y ait effectivement une nouvelle crise et tout, et puis on agit. Non. En se référant aux crises passées, on peut déjà avoir un schéma que nous pouvons mettre sur place pour pouvoir gérer une crise. Donc, avec toutes les mutations qu'il y a, on peut toujours voir comment orienter la gestion d'une crise future. Mais par rapport au temps, je me dis, on ne reste pas spectateur parce qu'il y a toujours un laboratoire en train de fonctionner pour préparer ou prévenir. Par exemple, les sismographes, eux, ils sont dans leur labo pour voir la prochaine survenue d'une éruption volcanique, par exemple, ou d'un séisme. Ils ne restent pas statiques attendant que ça se présente et puis ils agissent. Non. Voilà. Je pense qu'il y a tout un laboratoire qui doit fonctionner pour cela. Bon, d'accord. Il y a pas mal de bonnes idées dans tout ce que vous avez dit. Donc, ça me permet. Alors là, je vais reprendre le cours et puis vous allez retrouver toutes vos idées à l'intérieur. Donc, premier point, pour les objectifs de ce cours, ce qu'on va attendre à la fin de ce cours, déjà, c'est que si on vous demande c'est quoi la gouvernance des maladies infectieuses, c'est qu'il y a quelque chose de totalement nouveau, que vous puissiez donner une réponse qui soit un peu l'ensemble de tout ce que vous avez dit, mais en rajoutant encore et en mettant de l'ordre
dans tout ce que vous allez dire. Que ce qui compte beaucoup dans un discours, c'est aussi la cohérence des idées. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que vous dites des choses intéressantes, mais l'ordre des idées fait que finalement, ça gâche un peu les choses. Vous voyez un peu? C'est comme si vous faites la cuisine, vous avez tous les ingrédients, vous avez tous les éléments, mais pour que la sauce soit bonne, il y a un ordre dans lequel on doit mettre les ingrédients. N'est-ce pas comme ça, non? Est-ce que si on prend tous les ingrédients, on prend toutes les affaires et tout, on met tout dans la casserole, on ferme, on met l'eau, on met le sel, est-ce que ça sera là? Pourtant, c'est le même contenu. Est-ce que ça sera la même chose que là où on a suivi un processus de dire faire bouillir un peu à 30 degrés, mettre quelques grammes de ceci, après laisser incuber et puis mettre un peu cela. Est-ce qu'à la fin, ça sera la même sauce? Non, ça n'aura pas la même, Ça ne sera pas la le même même sauce. goût ni la Donc, même consistance. exactement. Donc ça, il faut toujours penser à cela quand vous communiquez. Quand vous communiquez. Vous voyez que nous sommes en train de faire le cours sur la gouvernance, mais je parle directement de la communication. La communication, c'est quelque chose de transversal. Donc, on va faire un cours de communication, mais chaque fois, pour moi, j'ai toujours l'occasion de vous rappeler la communication. Donc, c'est pour dire que vous avez dit des choses intéressantes. Maintenant, ce qu'on va vous apprendre ici, c'est dans quel ordre il faut le présenter. Alors, à la fin du cours, une question, c'est, on dit, ils pourront justifier le besoin d'investiguer et d'intervenir et d'investir. Hein. Comment investir? C'est-à-dire que se préoccuper de la gouvernance des maladies infectieuses. Est-ce qu'au point où nous en sommes, vous êtes capable de donner quelques idées? Pourquoi? Quel est l'intérêt de ce concept-là? Quel est l'intérêt de faire un tel cours? Quelqu'un peut essayer de donner quelques éléments de réponse? Pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui justifie? Ou on a dit justifier le besoin. Qu'est-ce qui justifie? Pourquoi c'est important de se préoccuper de ce concept de gouvernance des maladies infectieuses? Tout à l'heure, on a essayé de savoir qu'est-ce que c'est. Maintenant, la question suivante, c'est pourquoi c'est important? Allez, jetez-vous à l'eau, s'il vous plaît. Quand on est en Master 2, ça veut dire qu'on est à la porte de la thèse. Et la thèse, c'est ceux qui parlent. Vous voyez, quand on fait une thèse et qu'on termine, on a un diplôme qui s'écrit Ph.D. Et le Ph, là, veut dire philosophe. Et un philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui se tait. Un philosophe, c'est quelqu'un qui parle. Et ce n'est pas à la fin qu'on apprend à parler. C'est dès le début. Est-ce qu'un enfant qui a 6 mois, 8 mois, qui ne sort pas déjà quelques mots, ça ne vous inquiète pas? Si. N'est-ce pas? Non, ça inquiète. Est-ce qu'on va dire... Moi, je peux tenter. De toute façon, on ne va pas dire il est encore petit, quand il grandira, il va parler. Si déjà à 1 année, votre enfant, il ne sort pas des mots et tout, vous vous inquiétez déjà, n'est-ce pas? C'est comme les chercheurs qui ne parlent pas. Quelqu'un qui est en M2, qui ne parle pas, qui ne donne pas des avis dans le cours, qui ne prend pas la parole pour dire ce qu'il pense, il va seulement étudier et puis avoir des points, avancer. Ça ne va pas là. Donc, il faut qu'on échange. Alors, donc, j'attends là. Pourquoi faire ça? Moi, je voudrais dire ceci. Bon, ce qu'on attend de nous, c'est que nous, pour la gouvernance, c'est qu'on ne peut pas être spectateur. Pas ce qu'on attend de vous. Pas ce qu'on attend de vous. Là, c'est encore une autre chose. Il faut bien écouter la question et répondre exactement à la question qui a été posée. J'ai dit souvent, il ne faut pas donner des bonnes réponses à des questions qui n'ont pas été posées. D'accord. Voilà. On a dit justifier le besoin d'investiguer la gouvernance. Pourquoi connaître la gouvernance? Quel est le besoin? Ça, c'est la question. Pas qu'est-ce qu'on attend de vous, mais pourquoi c'est important de s'interroger sur la gouvernance des maladies?
Bon, je peux essayer, peut-être que ça sera en désordre, mais On est là pour mettre de l'ordre, ce n'est pas un problème. Les premiers mots sont toujours balbutiants, mais c'est oui, prometteur. oui. Étant expert dans la matière, donc nous devons gérer parce que face à une épidémie, par exemple, dans la communauté, comme nous sommes dans la communauté que nous travaillons là, disons, il faut mettre fin à cette épidémie. Et là, c'est là où nous allons tout mettre d'abord en place. Il faut préparer, il y a une étape préparatoire pour intervenir. D'abord, les analyses. Faire les analyses, et vous vous préparez. Quand vous trouvez qu'il y a un problème, vous vous préparez pour vous lancer. Donc, pour attaquer au problème. Ça c'est pas la bonne réponse. Je repose la question. Pourquoi c'est important de réfléchir sur la gouvernance des maladies? Voilà, la question, c'est celle-là. Oui, professeur, moi je pense, face à ce dernier temps, on voit qu'il y a beaucoup de réémergence des maladies, il y a trop des épidémies. On doit se poser la question de la façon dont on est en train de gérer ces épidémies. Est-ce qu'on gère ça très bien ou bien il y a un petit souci? Donc, l'important, c'est de savoir comment bien gérer afin que nous puissions faire face à ce qui se présente devant nous. Bon, ça déjà, c'est bien. Oui, professeur, je peux ajouter. C'est beaucoup mieux. Oui, allez-y. Mais je voulais juste dire que ce que votre collègue a dit est très bien. Donc, quelqu'un d'autre veut dire autrement? Oui, en fait, je me dis que pour comprendre, pour avoir une idée sur la gouvernance de la maladie infectieuse, c'est important. Pourquoi? Parce que en faisant la recherche, c'est pour résoudre un problème donné. Et puis, si on fait la recherche, à la fin, on a des résultats. Après, on va se dire, est-ce que, après avoir produit les résultats, est-ce que les résultats ont aidé à quelque chose? Si peut-être on n'a pas tenu compte de ça, qu'est-ce qui a bloqué? Peut-être qu'on n'a pas géré bien la situation. Alors, on s'est dit, on doit comprendre comment faire aussi la gestion pour bien avoir une idée pourquoi peut-être tel ou tel autre résultat n'était pas pris en compte. Bon, ça participe, c'est complémentaire à ce que l'autre vient de dire. Quelqu'un d'autre veut ajouter? Pourquoi c'est important de s'intéresser à la gouvernance? Je pense, prof, cela dit, oui, que nous devons réfléchir sur la gouvernance de maladies infectieuses parce que nous assistons à l'émergence de nouvelles épidémies qui perturbent du coup le fonctionnement de toute la société. Et on se pose la question, on se remet en cause comment nous avons géré les épidémies précédentes et comment nous devons faire face à ces nouvelles épidémies et comment nous devons agir pour prévenir l'impact que pourraient avoir les prochaines épidémies dans notre communauté. Bon, ça fait partie des éléments, ça va. Alors. Nous aussi, on peut participer. Oui, bien. Là, oui, c'est pour les apprenants d'abord. Oui, docteur Laurent. Ah. Oui, professeur. Moi, je pense qu'on doit faire un perpétuel questionnement sur les causes des maladies et la façon de pouvoir le gérer. Peut-être qu'on était axé sur une seule cause, mais par contre, il y en a d'autres qui entretiennent la même maladie, mais qu'on a toujours souvent oublié. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut penser. Et pour moi, je pense que c'est ça. Ok. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose de nouveau qui n'a pas été dit? En fait,
il faut réfléchir sur la gouvernance des maladies infectieuses parce que c'est important, parce qu'il ne faut pas être spectateur. En tant qu'expert, il faut être des acteurs. La gouvernance ou la réflexion signifie une sorte de brainstorming, donc une multidisciplinarité d'intervention. Donc, il ne faut pas être spectateur, mais être acteur justement de la gestion des maladies infectieuses. C'est un peu l'idée qui me vient. D'accord. Bon, vous avez dit des choses intéressantes. C'est bien. On continue un peu à réfléchir à tout ça. Alors, vous avez utilisé un mot qui est revenu pour la plupart d'entre vous. C'était comment on gère, gérer. Vous avez beaucoup utilisé le mot gérer. Mais pour vous, quand vous parlez de gérer là pour vous, c'est quoi? Quand on dit gérer les maladies, qu'est-ce que vous entendez dans gérer les maladies? Qu'est-ce que vous mettez dans ce paquet-là de ce paquet qui s'appelle gérer? C'est quoi gérer une maladie? C'est Dr Tonso Didier. Oui, docteur Didier. Oui, parlons de la gestion. Je pense que ce qui me vient à la tête, il y a plusieurs types ou plusieurs canaux qu'on peut utiliser pour une gestion. Dans les épidémies, il y a d'abord la gestion du finance, la gestion de données, la gestion de la population, la gestion du comportement de l'agent que nous voulons gérer. Et à cela, chaque tuyau, quand ça sera développé, c'est alors que nous aurons en commun la gestion pour essayer d'agir. OK. C'est un point de vue. Un autre point de vue? Moi, je voudrais ajouter un point de vue par rapport à ce que le docteur Didier vient de... Lorsque nous parlons des gestions, nous essayons de voir quels sont les facteurs qui ont concouru à l'émergence ou à la survenue d'une quelconque épidémie pour que nous puissions contenir ces facteurs. Non, là, vous nous amenez loin. Là. Soyez simple. Ce que vous devez apprendre ici aussi au master, c'est être direct. Les bonnes réponses sont toujours des réponses courtes. Alors, faites des réponses courtes, directes. Donc, comme votre collègue a dit, pour lui, gérer, il a dit, c'est la vigilance, c'est les données, c'est les populations, voilà. Mais ne faites pas des longues réponses poétiques. La question, c'est, pour vous, gérer, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par gérer? Vous avez dit gérer une maladie. On sous-entend que dans gérer, là, il y a beaucoup de choses. Donc, la question, c'est, en quelque sorte, alors, essayez de dézipper le mot gérer. Gérer, là, c'est quoi? Moi, je pense que s'y mettre à la situation. Oui, docteur Pilwala, oui, continue. Oui, c'est s'y mettre à la situation pour trouver la solution. Oui, mais là, vous avez défini un mot par un autre. Or, ce que j'ai entendu ici, quand vous parlez de gérer, je sous-entends que dans gérer, là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est ça que moi, je veux, c'est ça les détails que je veux. Oui. Alors, qui d'autre prend la parole pour... Allô, professeur. C'est docteur Tsonso. Alors l'inconvénient, c'est là, comme j'ai dit que tout le monde ouvre les micros, après, je ne sais plus. Peut-être qu'on va répéter. On utilise alors, tout le monde ouvre le micro, mais pour prendre la parole, levez la main, s'il vous plaît. Comme ça, je désigne à partir des mains levées. Donc, docteur Laurent, si ta main est une ancienne main, tu peux la descendre. Oui, docteur, c'est pas c'est docteur. Non, c'est pas une ancienne main, c'est par rapport à la question sur la gestion. Ah, d'accord, c'est pas la deuxième question. D'accord, ok. Mais je te donnerai la parole tout à l'heure. Mais qui n'a pas encore parlé, qui voulait prendre la parole là? Oui, bonjour professeur. C'est pas Clémence, mais c'est docteur Jean Blaise. Oui, docteur Jean Blaise. Bon, en fait, gérer, c'est la question, vous voulez savoir, gérer une épidémie, c'est quoi? C'est ça? Oui, c'est ça, oui.
On a parlé de gérer les épidémies, gérer les maladies. C'est revenu plusieurs fois. Maintenant, j'ai dit, mais c'est quoi gérer? Tout à l'heure, la question, c'était, qu'est-ce que nous dit par gouvernance? Vous avez dit, c'est la façon de gérer. Elle dit, bon, maintenant, Bon. pour vous, gérer, là, c'est quoi? Je voulais aller maintenant en détail, c'est que Ouais. c'est l'ensemble des stratégies mises en place pour trouver une solution à une maladie ou à une épidémie. Donc, pour juguler l'épidémie. Donc, toutes les stratégies qui vont être mises en place, logistique, technique, je ne sais pas, communication, sur tous ces plans-là, c'est ça la gérance ou la gouvernance. D'accord. OK, c'est entendu. Qui d'autre parle? Oui. Les mains sont levées. Je ne vois qu'une seule main. Je ne vois que la main. Alors là, je ne vois plus de main là. Je ne vois pas de main, s'il vous plaît. Bon, je peux parler, professeur. Oui, allez-y. Oui, dans le sens de gérer la maladie, moi, je pense que c'est savoir comment prévenir d'abord ces maladies-là et s'il y a la survenue de ces maladies, comment riposter et après les ripostes, comment évaluer les actions qu'on a mises en place. C'est en quelque sorte ce que je peux penser. Donc, vous parlez de. Donc, pour vous, ça part depuis surveiller, Oui. riposter et évaluer les actions. Oui, professeur. D'accord. Donc, tout à l'heure, la définition de Jean Blaise était beaucoup plus dans l'axe de l'organisation de la riposte. Hein, c'est ça, Jean Blaise? Aussi bien de la riposte, c'est globalisant. Comme le collègue a dit, ça commence par la prévention et la prise en charge et puis la riposte, en fait. Donc, tous ces aspects-là, c'est ça de la gouvernance et globale. D'accord. Donc, depuis la prévention de la maladie, la riposte, si ça flambe, et puis tout le suivi après. D'accord? Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est ça, gérer la maladie. Quelqu'un veut rajouter ou bien on atteint la saturation des réponses? Il y a deux personnes qui n'ont rien dit encore là. Docteur Serge et Docteur Ichoum. Si, docteur, moi, je pense que les réponses que les amis ont données, c'est en fait ce que moi, j'ai pensé aussi à poser. Mais comment je peux être sûr que c'est à ça que tu pensais? Exactement. On aura encore d'autres questions, on va participer, nous allons participer. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Bien. Alors, je pense que c'est bien de savoir comment vous pensez la chose. Maintenant, je vais dérouler pendant, il est 15h, il est 14h50. Je vais dérouler pendant 40 minutes la première partie de ce cours. Là, je vais faire la première partie, c'est-à-dire que les bases, c'est-à-dire que pourquoi on fait la gouvernance et qu'est-ce que c'est la gouvernance au sens où nous l'entendons. Et après, quand je vais terminer là, je vais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu un plus par rapport à ce que vous connaissiez avant. Parce que si vous venez suivre un cours et que ce qu'on vous dit n'est pas plus que ce que vous connaissiez, ça veut dire que ce cours-là ne sert à rien. N'est-ce pas, non? Mais il faut dire, tout à fait. Ouais. Si on vient vous faire un cours et que vous connaissiez tout avant, vous dites non, il faut changer ce cours-là, tout ça on connaissait. Je vous ai dit que quand on fait un master, pour aller démarrer, faire une thèse, et dans un contexte où on veut rentrer dans une dimension internationale, la première chose qu'on doit apprendre, c'est de dire les choses comme on les pense. Quand c'est bon, vous dites c'est bon. Quand ça ne va pas, vous dites ça ne va pas. Mais bon, on va les dire poliment. On dit non, là, nous, en tout cas, on n'a rien compris. Là, ça ne va pas du tout. Là, peut-être que la prochaine fois, il faudrait un peu arranger là parce que, en tout cas, là, on n'a rien compris. Bon, première question. Donc, les objectifs, vous les verrez. Pourquoi investiguer?
Pourquoi investiguer? Je développe cette partie parce que ça va vous aider pour tout le reste. Alors, je pose les bases. Ici, sur les prochaines minutes, l'exposé que je vais faire a pour objectif de justifier le pourquoi nous faisons un tel cours et de justifier aussi ce concept de gouvernance et de vous amener à un niveau de compréhension beaucoup plus large que ce que vous aviez tout à l'heure. Donc, on avance petit à petit. Comprenez bien mon raisonnement, suivez bien mon raisonnement et après, vous vous appropriez ces raisonnements-là. Alors, la première chose, c'est que la plupart d'anciennes maladies évoluent selon une courbe qu'on peut qualifier de courbe en V. Alors vous allez noter des concepts aussi au fur et à mesure. Vous les intégrez en vous et vous appropriez ces concepts. Et comme ça, quand vous allez communiquer dans une conférence, dans une réunion quelque part, vous n'avez pas pris votre temps et vous n'avez pas payé votre argent pour venir et ne pas apprendre des concepts nouveaux. Vous allez dire que dans ce master, on apprend des concepts et quoi encore? Concepts et Clés, les outils. Non, concepts et outils afin de Trouver des solutions. trouver des solutions à quoi? Aux problèmes. Donc, on est là pour résoudre des problèmes de santé. On est là pour résoudre des problèmes de santé publique à travers la compréhension de nouveaux concepts, la maîtrise de nouveaux outils. Donc, c'est comme un avion avec deux ailes, avec deux réacteurs, les concepts et les outils pour résoudre un problème. Donc ici, un des premiers concepts, c'est cette chose-là que moi j'appelle la courbe en V. La courbe en V, c'est quoi? Vous regarderez la plupart des maladies, elles évoluent comme cette vieille courbe de la maladie du sommeil que vous voyez là. Donc, vous voyez que les maladies, à la pénétration coloniale, plusieurs maladies avaient des incidences très hautes. Et la plupart de ces maladies ont connu une baisse drastique. Votre écran ne se voit pas. Ah, mon écran ne se voit plus. Non, on ne voit plus l'écran. Ah, d'accord, mais heureusement que vous m'avez dit. Que je m'étais mis de l'autre côté. Là, ça va? Oui, professeur. Oui, ça va. Ça va. Bon. Voilà. Donc, ces maladies évoluent comme ceci, en V. Pendant les périodes coloniales, les maladies étaient hautes. Elles ont baissé. Vous connaissez toutes les brigades d'hygiène, toutes les mesures qui se faisaient à l'époque coloniale. Vous connaissez comment les anciens nous disaient, on venait même surveiller qui n'a pas balayé ses toilettes. N'est-ce pas, non? Les gens payaient des taxes, les services d'hygiène et tout ça. Donc, la plupart des maladies avaient baissé jusqu'au début des années 60. Et depuis le début des années 60 jusqu'à présent, les maladies ont repris à augmenter à nouveau. Les maladies ont repris à augmenter. On a ça pour la trypanosomiase. On a cela pour des maladies aussi comme la peste. Des maladies qui, à la veille de la décolonisation, avaient une incidence très basse, ont connu un retour. Et c'est ça que l'OMS appelait par maladie comment? Quel est le qualificatif? Et ces maladies qui avaient baissé et qui reviennent? Ce sont les maladies réémergentes. Les maladies réémergentes. Donc, la réémergence. Donc, elles étaient hautes, elles ont baissé et elles réaugmentent à nouveau les maladies réémergentes. Alors, depuis un certain temps, moi, j'ai créé ce concept qui s'appelle la courbe en V. Ces maladies donc décrivent une courbe en V. Alors, les questions qu'on peut se poser, parce que la recherche est basée sur des questionnements. Les questions qu'on peut se poser, c'est comment étaient gérées les maladies à cette époque coloniale pour que ça baisse comme ça? Qu'est-ce qui explique la recrudescence de ces maladies?
L'autre question, c'est est-ce qu'il y avait plus de moyens à l'époque coloniale? L'autre question, c'est est-ce que les stratégies qui étaient mises en place à l'époque coloniale étaient meilleures? L'autre question, c'est est-ce que la connaissance qu'on avait, les connaissances qu'on avait sur les maladies à l'époque coloniale étaient plus importantes que les connaissances qu'on a aujourd'hui? Et vous voyez, toutes ces questions nous permettent d'aborder cette question de la réémergence des maladies. Comme on n'a pas de réponse à toutes ces questions, ou on n'a que des réponses parcellaires, ça reste un problème. Deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est que depuis le début du XXe siècle, on rapporte une augmentation importante des maladies liées à des nouveaux virus. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se poser des questions. Pourquoi une telle augmentation? Ça continue à augmenter et aujourd'hui, nous sommes en plein Covid, donc ça répond tout à fait à ce problème-là. Dans quel monde nous allons vivre demain? Regardez, depuis bientôt 2 ans, le monde entier est pratiquement en arrêt avec ce Covid. Et je vous ai envoyé un article où on modélise qu'il y aura peut-être des choses encore pires que ça. Mais où va le monde? Est-ce que nous sommes prêts à gérer tout ça? Pourquoi ça augmente? Et pourquoi on a plus de décès? Et pourtant, on a plus de moyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a plus de moyens, qu'on a plus d'intelligence, qu'on a plus d'argent? Oui. N'est-ce pas, c'est vrai? C'est vrai. Mais pourtant, regardez cette courbe. Elles ne font qu'augmenter, elles ne font qu'augmenter. Nous sommes aujourd'hui à des millions de morts. Donc, en tant que société, nous devons nous interroger. Autre point. Les 3/4 des maladies émergentes, donc des nouvelles maladies. Tout à l'heure, on a parlé des anciennes qui augmentent à nouveau. Là, maintenant, on a des nouvelles. Et les 3/4 des nouvelles sont liées à la faune sauvage. Comme nous sommes en plein là. Regardez cet article ici, publié dans Nature en 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Donc, vous voyez que donc, on savait déjà qu'on aura ce genre de problèmes, n'est-ce pas? Mm. Donc, pourquoi les maladies émergentes continuent toujours à augmenter? Et quel est le problème avec pourquoi cette faune sauvage nous menace-t-elle autant aujourd'hui? Est-ce qu'avant, il n'y avait pas cette faune sauvage? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'animaux sauvages aujourd'hui que les années passées? Oui, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue là? Il y a plus d'animaux sauvages aujourd'hui qu'avant? Moi, je ne pense pas qu'il y en a plus, mais je pense qu'avec la déforestation, on est plus en contact avec les animaux sauvages. Donc, en fait, l'homme s'est rapproché de cette faune sauvage. C'est un peu ce que moi je comprends. Voilà, l'homme s'est rapproché de cette faune sauvage. Bon, maintenant, il s'est rapproché, il y a eu Ebola 76, Ebola 85 qui quitte, ça continue, ça continue, ça continue. Maintenant, dernièrement, ça a été même juste dans les grandes villes, jusqu'à Goma et tout ça. Mais est-ce que, pour autant, nous avons tiré les leçons de tout ce que nous sommes en train de dire là, qu'il y a plus de rapprochement? Est-ce qu'on s'en éloigne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à tirer les leçons de tout ça? On fait des constats, on est pourtant suffisamment intelligent, mais les maladies continuent toujours à nous décimer. On va où? Voilà des tas de questions. Toujours, je pose les bases. Ici, je vous montre maintenant un exemple de la peste tout à l'heure, que j'ai parlé là à l'échelle africaine. Là, maintenant, regardez à l'échelle RDC. Regardez la courbe d'en bas, depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui. Regardez comment évolue la situation de la peste. Là, c'est en RDC.
Et les autres maladies, ce n'est pas mieux. La fièvre jaune, les premiers cas depuis 1928, ça avait disparu à un moment. On peut vous montrer des belles courbes sur la fièvre jaune. Et actuellement, la fièvre jaune, qui était une maladie rurale, là, il n'y a pas très longtemps, on a eu des épidémies urbaines de fièvre jaune, jusqu'à Kinshasa. La méningite, pareil. Le choléra, n'en parlons pas. Ebola, on vient d'en parler tout à l'heure. Le monkeypox, qu'on ne connaissait même pas, avec les années 80, ça flambe, et puis là, ça continue. Le chikungunya, ça devient maintenant chaque année, jusqu'à Kinshasa. Donc, les questions, c'est par exemple, si on revient spécifiquement sur le cas de la peste, si on regarde la courbe depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui, on peut se poser la question, mais pourquoi avant c'était contenu? Alors, là où j'ai écrit 1060, c'est 1960. Alors, qu'est-ce qui explique la baisse des cas? Quand on approche des années 60, les cas presque baissent. Qu'est-ce qui explique la recrudescence de la peste? Et quand on regarde les courbes actuelles, c'est à partir de 1990 que ça monte fort. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à partir de 1990? Tant de questions qui sont importantes à se poser. On continue. On vient à la situation actuelle de la maladie à COVID-19. Ça a diffusé rapidement. Quand ça a commencé à baisser partout, tout le monde s'est dit les confinements c'est bon, tout le monde a porté les masques, c'est bien, ça va bientôt terminer. Et puis c'est remonté en Europe. Après en Afrique, on s'est dit l'Afrique est bien épargnée. Et puis regardez, là c'est la courbe de l'Afrique. Là c'est la courbe de l'Afrique avec la deuxième vague plus importante que la première. Dans tous les pays, on pleure maintenant. Ici chez nous au Congo, vous connaissez la situation. Maintenant la question c'est pourquoi cette pandémie persiste malgré toutes les mesures qui sont mises? Et pourquoi on ne pouvait pas prévenir la deuxième vague? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager le système de santé? Il n'y a plus de lits, il n'y a plus d'oxygène. Qu'est-ce qu'on peut corriger dans le système de réponse? Mais s'il faut corriger, ça veut dire qu'il faut trouver les limites. Mais qu'est-ce qui manque dans ce système de réponse? Tant de questions pour lesquelles on n'a forcément pas de bonnes réponses. Donc, si on avait les bonnes réponses, on mettrait en place les bonnes stratégies. Ce que je dis souvent, c'est que peu importe comment les gens peuvent dire qu'on a fait ce qui est bien, on a fait ce qui est bien, ce qui compte à la fin, ce qui va donner le vrai jugement, que si vous avez bien agi ou pas bien agi, c'est ça, c'est la courbe. Dites ce que vous voulez, mais c'est la courbe qui va parler. Je peux dire que j'ai donné à l'enfant tous les médicaments contre la fièvre. En tout cas, moi, j'ai fait tout. Mais l'enfant, il fait 39, il fait 40. Ben, soit tu n'as pas donné le paracétamol, soit tu lui as donné un médicament périmé. Soit alors, tu n'as fait que donner du symptomatique, mais tu n'as pas traité. Donc, enfin, si l'enfant a la fièvre ne baisse pas, vous n'allez pas dire que le traitement que vous avez fait est bon. Peu importe, personne ne doute de votre diplôme. Personne ne doute de votre intelligence. Personne ne doute de ce que vous êtes. Personne ne vous doute de votre PhD. Personne ne doute que vous étiez dans la plus grande université du monde. Mais ce qu'on regarde, c'est que la fièvre de l'enfant ne baisse pas. Ce qu'on regarde ici, c'est que la courbe de la maladie, telle qu'elle avance, la courbe pose problème. Vous pouvez toujours dire que ma stratégie est bonne. Vous pouvez toujours dire que nous avons bien géré. Mais bien gérer, c'est quoi? Oui, on a fait toutes les formations qu'il fallait faire. Oui, on a payé tout le monde à temps. Oui, on a commandé tous les médicaments qu'il fallait commander. Est-ce que c'est ça bien géré? Donc, sur quel angle vous parlez de gérer? Retenez bien le mot sur quel angle. Donc, cette situation dans les pays d'Afrique, essentiellement, qui se caractérise par une augmentation croissante des anciennes pathologies et une croissance des pathologies émergentes, nous pose le problème de la qualité de notre système de gestion. Oui, je reprends encore votre mot, gérer. Notre système de gestion.
Donc, peu importe ce que vous pouvez dire. Parce qu'ici, chez nous, en plus, chez nous au Congo, on est champion de ça. Si tu dis que la lutte contre la tuberculose pose problème, on va dire il est contre le directeur du programme de la tuberculose. C'est ça, non? N'est-ce pas, c'est ça? Effectivement. Si j'ai dit la lutte contre, en tout cas, il y a trop d'épidémies de choléra, en tout cas, ça pose problème, il y a quelque chose qui ne va pas avec la lutte contre le choléra, on va dire il est contre la personne qui a mis en place le plan d'élimination de choléra. Mais ce n'est pas une histoire d'être contre ou pour. On regarde les faits. Et aussi longtemps que nous personnalisons les choses, voilà comment nous n'arrivons pas à mettre le doigt sur les problèmes. Vous pouvez dire, la stratégie que nous utilisons là, elle vient de Harvard. Le mot Harvard n'impressionne personne. Ce qu'on regarde, c'est comment le Covid là évolue. Tout ce qu'on voit ici, il y avait une première vague, on n'a pas su la contenir, elle a baissé, et puis ça reprend, et en plus ça reprend, et une vague plus importante. En plus, il y a encore maintenant des variants qui sont encore plus violents. On va dire, mais les gars, vous avez beau être les plus grands scientifiques du monde, là, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc, la gouvernance des maladies, c'est à quoi elle nous renvoie. La première chose, c'est d'abord, ça commence par un constat. Et je viens de faire avec vous ici le constat. Je viens de faire avec vous ici le constat que je vous défie de me prendre quelle est la maladie qui est gérée dans notre pays ou dans nos pays où les tendances de lutte sont positives. Donc, c'est-à-dire que cette maladie-là est d'aller vers la fin. Alors, je parle sous le contrôle de Jean Blaise, qui lui travaille sur la polio. Pourquoi Jean Blaise travaille sur la polio alors qu'on a éradiqué la polio? Si Jean Blaise continue à travailler sur la polio, c'est que le problème n'est pas fini. Malgré, même celle qu'on a dit on a éradiquée, il y a encore des problèmes. Est-ce que c'est cela, Jean Blaise? Vous avez raison, professeur. Donc, le problème que ça nous renvoie, c'est qu'est-ce qui se passe dans la façon dont nous gérons. Et pourtant, regardez ces courbes ici. Il y a plus de financement. Regardez, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, on a beau dire il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent. La vérité, c'est que même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus qu'avant. Donc, si on trace une courbe de tendance, maintenant là on vient à la biostatistique, si on trace une courbe de tendance de ces graphiques de l'aide au développement, on va se rendre compte qu'on a une tendance à l'augmentation de l'aide au développement. Et cette tendance à l'augmentation est corollaire aussi à une augmentation de la tendance des maladies. Donc, c'est paradoxal. On devait avoir une courbe inverse, n'est-ce pas, non? Mais là, on a des courbes qui évoluent pareil. L'autre chose, c'est que non seulement on a beaucoup de financements, mais regardez ces financements, si vous analysez profondément d'où viennent ces financements, eh bien, ces financements viennent plus de l'extérieur. La preuve, regardez le mot, aide publique au développement. Aide au développement. Donc, il y a très peu de financements locaux. La plupart des financements viennent de l'extérieur. Donc, les questions, c'est pourquoi il y a tant de mauvais résultats dans la lutte contre les maladies si les financements augmentent? C'est pourquoi il y a tant de dépendance des pays d'Afrique au sud du Sahara à l'aide publique au développement? Des questions. Si je regarde maintenant spécifiquement la situation du choléra, qui est une maladie que nous avons nous beaucoup étudiée ici, je vais juste attirer votre attention sur une chose. Avant, c'était une maladie qui n'était pas très étudiée. Donc, on a dit la maladie persiste parce qu'elle n'est pas bien étudiée, il n'y a pas beaucoup de connaissances.
À partir de 2005-2004, on a commencé à conduire des études. Ces études ont abouti à la mise en place d'un plan, et un plan très sophistiqué qui est accepté à l'international, qui a même été adopté par l'OMS à Genève et qui a servi de base pour faire une stratégie mondiale d'élimination du choléra. Ça s'appelle la roadmap pour l'élimination du choléra d'ici 2030. C'est basé sur cela. Malgré ça, regardez là, le premier plan a été mis en place en 2008. Et regardez, depuis là, on a encore plus. L'épidémie d'ailleurs de 2017, elle était beaucoup plus importante même qu'il y a 20 ans. Pourtant, elle arrive parce que 10 ans après la mise en place d'un vrai plan. Mais donc, la question c'est, mais pourquoi ces maladies sont démises? Pourquoi malgré un plan scientifiquement valide, il y a quand même des financements nouveaux qui sont arrivés, mais on est toujours là. Et ça, c'est le problème de nos maladies. Ça, c'est le problème de nos maladies. Non, si on doit faire la synthèse de tout cela, pourquoi investiguer la gouvernance des maladies infectieuses? C'est parce que, un, la situation des maladies infectieuses reste préoccupante. Il y a beaucoup plus d'argent, mais la situation ne s'améliore pas. Malgré les connaissances scientifiques qu'on a, malgré l'ajout d'argent sur des programmes qui sont scientifiquement valides, mais la situation ne s'améliore pas. Nous l'avons vu tout à l'heure. Donc là, on n'a pas que des déclarations, mais les faits avec des graphiques et les chiffres, je vous les ai montrés. Les stratégies opérationnelles, les plans opérationnels, les plans stratégiques, les plans opérationnels, on se rend compte que ces plans ne sont pas suffisants. Donc, si vous retracez bien les faits, au final, c'est que c'est l'ensemble du processus. Tu vois un peu? Au lieu de prendre les choses séparément. Donc, c'est l'ensemble du processus allant de l'identification du problème à la supervision de la riposte contre ce problème, en passant par toutes les autres étapes, à savoir les études, la mise en place des plans, des plans de riposte, les financements. C'est tout ça qu'il est important d'explorer. Donc, comprendre les forces et les faiblesses afin d'apporter des ajustements ciblés aux maillons de cette chaîne qui représenteraient les limites. Voilà cette phrase de la fin, qui est un peu longue, malheureusement, résume le pourquoi il faut investiguer. Et aussi résume le comment. Alors, rappelez-vous de vos réponses de tout à l'heure. D'un côté, c'était il faut surveiller, riposter, évaluer. De l'autre, c'était la surveillance et puis aussi la côté de la prévention et tout. Mais si vous voyez, on vous dit que c'est l'ensemble du processus. Vous pouvez souligner ensemble du processus qui va de l'identification du problème jusqu'à son évaluation, depuis l'identification du problème. Alors, est-ce que à partir de là, je vais revenir ici, c'est peut-être là que je vais clôturer ma communication d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à poser jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au niveau de la réponse de pourquoi investiguer là? Donc là, j'ai posé les bases. Et retenez, regardez ici, l'ensemble du processus. Donc, tout le cours qui va venir après, regardez le processus, c'est identification du problème jusqu'à la supervision de la riposte contre ce problème, en passant par les études scientifiques. L'étude, c'est pourquoi? C'est pour comprendre le problème. Parce qu'on ne peut pas lutter contre un problème qu'on ne comprend pas. Donc là, c'est là qu'on fait la partie recherche. L'élaboration des stratégies. Une fois qu'on connaît le problème, il faut ajuster les stratégies. Une fois qu'on connaît les stratégies, il faut trouver les financements. Une fois qu'on trouve les financements, on met en place des plans. Et on met en place des plans, on les supervise. Et après ça tourne un cycle. Donc, c'est tout ce processus-là qui s'appelle gestion du problème. Et c'est ça, l'ensemble de ce continuum qu'on appelle gouverner une maladie. Ça
Ça va là? Oui, professeur. Alors, questions et commentaires. Oui, professeur, suffit, hein? Oui, maman. Oui. Moi, je dirais par rapport à tout ce que vous venez de dire, je pense que c'est vrai. Parce que c'est ce qui se fait et c'est ce qui se passe sur terrain. Nous avons l'expérience. Par exemple, dans le riposte, partout, nous intervenons, nous voyons les choses, les acteurs ou les responsables, surtout du gouvernement, se donnent à l'argent. Malgré les stratégies que vous dites, prenons l'exemple de la riposte du Nord Kivu. Cette riposte est allée au niveau de la stratégie. On a fini, je pense, par rapport... Ça dépend que moi. Ça n'engage que moi. Et en tout cas, nous sommes allés au-delà de la stratégie. Ce que nous avons constaté, les responsables du ministère qui étaient là, qui représentaient le ministère de la Santé, et se donnaient à l'argent, c'est-à-dire, vous verrez que le même responsable, au lieu qu'il soit les Congo, par rapport aux partenaires qui viennent de l'extérieur, donc il bénéficie, par exemple, dans l'OMS, il a les salaires, à l'UNICEF, il a les salaires, et dans chaque ONG et les organismes qui étaient sur terrain. Donc, ils bénéficiaient. Donc, les ONG ou les organismes faisaient parfois des choses que vous ne pouvez pas croire. Et vous trouverez que vraiment, ça ne peut pas se faire ici en tant que responsable du pays. Nous n'allons pas accepter de bêtises. Mais non, ils toléraient, ils voient donc, ils fermaient les yeux et faire passer n'importe quoi. Sinon, je n'aurais plus ma part là-bas. Nous sommes allés en Guinée à la riposte de l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis franchement, vous n'avez pas un mot à dire. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. D'abord, même vous donner la responsabilité, on vous dira non, vous n'êtes pas national. Vous êtes étranger, c'est nous-mêmes. Vous ne pouvez pas faire quelque chose ici sans nous, d'abord c'est nous-mêmes. Alors qu'ici, chez nous, on vous écarte, on donne l'autonomie à quelqu'un d'ailleurs. Et parfois, ceux qui étaient là, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais fait le terrain, ils n'ont jamais été formés par rapport à ça. Nous avons vécu et nous avons vu, même ceux que nous avons formés en Afrique de l'Ouest, quand ils sont venus ici, non, mais vous n'avez pas à dire. Tout ça, ce sont nos responsables. Si j'ai dit un mot, si je dis que non, ne faites pas ça, là, on va me bloquer, je n'aurai pas ma part. Je pense que c'est ça. D'accord, mais ce qui est aussi important, après je donne aussi la parole aux autres, c'est de voir que ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est le mot ensemble du processus. Je veux que vous puissiez retenir que c'est un continuum. Et ça, si vous retenez ça par rapport à ce que vous connaissiez, me répondiez tout à l'heure, je pense que vous aurez compris quelque chose d'important. Donc, gérer, c'est depuis la connaissance du problème. Donc, regardez ce graphique. Vous voyez le schéma que j'ai mis sur l'écran? Oui. Oui. Le problème. Oui. Connaître le problème. Du problème, les stratégies de réponse. Les stratégies de réponse, les moyens de réponse. Des moyens de réponse, la mise en œuvre. De la mise en œuvre, le suivi. Et tout ça doit être évalué, on doit faire un bilan. Et le bilan, et tout ça se réalimente. Regardez le problème, je l'ai mis sous forme d'une pyramide. Alors, c'est un triangle, mais en fait, je voulais mettre une pyramide. Et vous connaissez la particularité d'une pyramide, c'est quoi? Quelles sont les quelques particularités des pyramides que vous connaissez? Bon. Alors, une pyramide a combien de faces? Il a 3 faces. À 3 faces. Elles ont toutes 3 faces, les pyramides? Toutes les pyramides ont 3 faces?
Non, moi je pense que le pyramide a 4 faces. Bon, je vous donne ce TP, allez regarder, vous me direz demain. Peut-être que ça dépend selon là où elle a été construite. Hein. Selon qu'elle est au Congo central, ou bien elle est à Kinshasa, ou bien en Égypte, ou bien chez les Mayas, on ne sait pas. Mais vous regarderez. Mais bref, ce que je vais vous dire ici, c'est que on parle de la particularité d'une pyramide, c'est que si vous êtes à des points différents, chacun ne voit pas la même chose. N'est-ce pas? Si vous êtes levé à des points différents, chacun ne voit pas la même chose. Donc, c'est comme ça qu'il y a un problème. Donc, le problème est au centre de la société, mais selon ta discipline, selon ton éducation, selon ton centre d'intérêt, on ne voit pas ce problème-là de la même manière. Est-ce que vous voyez? Ce qui peut être gravissime pour certains, c'est une opportunité de s'enrichir pour d'autres. N'est-ce pas? Oui. Donc, ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Donc, ça, c'est d'abord le problème. Maintenant, si je reviens à quelque chose de beaucoup plus basique, imaginez que je remplace le problème ici par Covid. C'est qu'on ne peut pas lutter contre un problème de santé s'il persiste. Ce qu'on appelait dans le dernier communiqué de l'OMS ici, c'est sorti, je pense, avant-hier, que pour réussir la lutte contre cette maladie, il faut mettre en place des collaborations scientifiques pour faire face aux inconnus fondamentaux. Vous comprenez le concept d'inconnu fondamental? Ce que ça veut dire? Alors, inconnu fondamental, c'est-à-dire que toutes les bases de la connaissance du problème. Et la connaissance, pas seulement la connaissance au niveau microbiologique, connaissance épidémiologique également. Donc, connaître ce Covid-là, d'abord au niveau moléculaire, au niveau de son comportement de l'individu, au niveau de... connaître. D'abord, donc ici, première étape, c'est connaître le problème. Alors, si on parle de connaître le problème, à chaque étape, il y a des institutions, des personnes, des stratégies pour résoudre le problème. Donc, à chacune des étapes, là, le problème, les stratégies, les moyens, la mise en œuvre, le suivi, à chacune des étapes, il y a des moyens humains, des moyens matériels, il y a des stratégies, il y a des institutions. Donc, gérer la maladie, c'est maîtriser tout ce continuum. Donc, la question que je vais poser, c'est que quand vous voulez, par exemple, étudier le Covid, donc, vous devez, au sein de la grande machine, si vous avez un comité multisectoriel, ou bien, je ne sais pas si c'est une grande plateforme, ou bien, je ne sais pas si c'est un comité à la présidence, vous devez avoir des gens qui s'occupent de chacun de ces volets, et avec un état-major qui centralise tout ça. Et c'est ça qu'on appelle gouverner. Si vous n'avez qu'une étape, ou deux des étapes, vous ne gouvernez pas. Ou vous êtes dans ce qu'on va appeler une mauvaise gouvernance. Donc, regardez, très souvent, alors, si je prends par exemple le problème, quelles sont les institutions qui sont les mieux placées pour s'occuper du problème, pour investiguer le problème? Quelle institution? Quelles sont les institutions? J'attends vos réponses. Le problème ici, j'ai dit, c'est la compréhension. C'est l'étude. C'est connaître les fondamentaux. C'est avoir la connaissance de l'objet. Je vous ai manqué tout à l'heure, par exemple, sur le choléra. Alors, quelles sont les institutions qui sont à même de répondre à la question sur le problème? Professeur, je pense que ce sont les chercheurs qui devraient avoir la réponse sur le problème. Alors, est-ce que les chercheurs, c'est une institution ou bien c'est des personnes?
Bon, là, je voulais parler, quand je parle de chercher, c'est-à-dire, je vois. Non, mais il ne faut pas voir. C'est Faut pas voir. Ça, c'est la mauvaise façon de répondre. Il faut pas voir. Il faut répondre clairement. On a dit institution, répondez à l'institution. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je vous apprends à donner les bonnes réponses aux questions sans aller loin. On a dit quelle institution? Donnez la réponse en institution. Quelle institution sont en charge du problème? Non, mais le collègue qui parlait tout à l'heure, c'est à vous. Oui, c'est docteur Jonathan. Mais... Oui, Jonathan. Quelle institution? C'est le gouvernement, si je peux dire. Mais est-ce que, parce que les chercheurs sont au gouvernement? Non, ils sont au ministère de recherche scientifique, si je peux dire. La recherche, ce n'est pas une institution, mon frère. Tu as dit les chercheurs, on trouve les chercheurs où? L'université. Mais pourquoi vous compliquez la vie alors que les choses sont simples? Ok. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a des chercheurs, il y a des institutions et il y a des personnes. Donc, institution, université. Les personnes, les chercheurs. Ouais. D'accord. Si on prend maintenant la deuxième étape, les stratégies. Alors, quelles institutions peuvent être en première ligne là? Docteur Didier, hein? Oui, docteur Didier. Oui, par rapport aux stratégies des ripostes, c'est-à-dire c'est le secrétariat général à la santé. Oui, mais secrétaire général à la santé pour les stratégies. Peut-être pour les adopter, mais pour les concevoir. Regardez la ligne là. Les stratégies viennent du problème. Oui. Mais donc, qui est le mieux placé pour élaborer des bonnes stratégies? C'est celui qui connaît le problème. Évidemment, oui. Mais celui qui connaît le problème, il est où? À l'université. À l'université. Non, mais dans un centre de recherche affilié au ministère. Donc, c'est université ou centre de recherche. Je ne suis pas d'accord, professeur. Oui, vous avez le droit, mais non, juste... moi, je pense que l'inconnu fondamental, des fois, entraîne des flous entre l'université et le ministère ou le secrétariat général où se trouve le programme censé élaborer en collaboration avec l'université les problèmes ou les stratégies. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que ça, c'est un problème que nous vivons. Je suis plus réaliste. Wow. Alors, juste distinguer deux étapes dans les stratégies. Oui, oui. Une des étapes, c'est concevoir. OK. Une autre, c'est l'élaborer et l'adopter pour en faire une politique publique. Donc, le secrétariat général et ses programmes n'ont pas, de façon intrinsèque, si on les laisse juste eux-mêmes avec le background qu'ils ont, ils n'ont pas les ressources intellectuelles ni les ressources en termes de temps pour inventer, pour innover en termes de stratégie. Parce que les innovations stratégiques vont venir de la connaissance du problème. Et la connaissance du problème vient de l'investissement sur la recherche. Donc, vous avez raison. Vous avez raison. Je sais pas, je peux réagir. Oui, allez-y. Vous avez raison pratiquement, professeur, mais je suis plus réaliste. Quand ces gens-là trouvent le flou au début de la modélisation du problème à proposer au secrétariat général, ça crée des conflits d'intérêts. Mais je suis pratiquement avec vous d'accord. Mais je reste réaliste. Si aujourd'hui, moi, je suis scientifique à l'université, j'ai un problème, je voudrais bien associer en amont des experts, là, soi-disant, entre guillemets, de ces programmes pour qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts, que la population souffre et que qu'il n'y ait pas l'efficacité sur le terrain du stratégie, bien qu'il y ait financement. Je ne sais pas si je suis à côté. Alors, je ne sais pas comment vous définissez le concept de conflit d'intérêts,
mais je ne vois pas où est le conflit d'intérêt. Mais si je peux faire un effort pour comprendre ce que vous dites en termes de problème, le seul problème qu'il peut y avoir, que le chercheur doit faire attention, ou même c'est que comment on transforme la connaissance scientifique, la connaissance du problème qui vient de la recherche, comment on la transforme en stratégie de réponse? C'est ça la question qui se pose. Et là, c'est là où on va voir cela dans le développement du cours avec la flèche qui est là. Cette flèche-là veut dire qu'il y a un processus. Il y a un processus de passage du problème aux stratégies. Et c'est là où il faut des mécanismes de transfert et des mécanismes d'appropriation du savoir scientifique par les acteurs opérationnels pour les transformer en une politique de santé. Si le chercheur reste juste dans ses publications, dans son coin, eh bien, son savoir ne va pas se transformer en stratégie de réponse. Si aussi l'acteur opérationnel est juste dans son coin pour dire « c'est moi qui suis le responsable de la mise en œuvre », il n'aura jamais de nouvelles idées pour adapter ses stratégies. Et la conséquence, les maladies réémergent, comme on a vu les courbes tout à l'heure. Donc, il y a un travail à faire entre ces deux planètes pour les rapprocher. Et c'est ça le sens de la flèche. Et là, donc, aussi, je disais tout à l'heure, celui qui est à même d'impulser la mise en œuvre de nouvelles stratégies opérationnelles, c'est celui qui a le savoir. Mais celui qui a le savoir doit comprendre comment fonctionne celui qui est dans la mise en œuvre afin d'anticiper ce qu'on peut appeler les résistances aux innovations. Que si moi je suis à l'université et que j'ai compris comment fonctionnent les épidémies de choléra, après je vais au programme pour dire au directeur du programme, je vais t'apprendre comment tu vas faire ceci. Mais c'est comme si je le diminue devant ses agents. Donc je dois savoir comment faire. C'est ça, professeur. Donc, ce que je vous dis là, c'est exactement ce que mon collègue Ange a dit ce matin. Nous enseignons ce que nous faisons. Oui. C'est ça la différence avec les gens qui enseignent la théorie. Ce que je vous dis là, c'est exactement le processus que nous avons mis en place pour transformer nos publications de choléra en un programme d'élimination d'abord pour le pays et maintenant en une stratégie mondiale. Oui. Donc, c'est ça un peu la chose. Donc, il faut voir un peu l'écart entre la théorie, les bonnes intentions et la réalité. Donc, nous avons vu des courbes tout à l'heure avec vous sur comment les maladies réémergent, comment les problèmes persistent malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de financement. Hein? Il y a beaucoup plus de financement, mais les problèmes persistent. Nous avons vu tout cela tout à l'heure. Maintenant, ce que nous sommes en train d'essayer de vous dire là actuellement, c'est que pour que cela change, il faut des nouveaux chercheurs qui aient le pied dans la recherche et aussi dans l'action, qui comprennent comment pense le monde opérationnel et qui savent aussi comment fonctionne le monde de la recherche. Des gens qui sont capables de fonctionner comme des ponts entre les deux mondes. Et c'est ça même le but de la formation que vous êtes en train de recevoir ici. C'est de faire émerger de nouveaux acteurs capables d'être des traits d'union entre des différents mondes qui fonctionnent de façon cloisonnée. Je ne sais pas ce que vous pensez. S'il vous plaît, professeur, si vous pouvez répondre un peu la réponse, pour que la situation ou le problème change, je n'ai pas bien suivi. Alors, je dis, non, mais redites-moi, c'est où exactement que vous n'avez pas compris pour que je... Oui, c'est par rapport à la discussion du docteur Didier. C'est qu'il disait des conflits d'intérêt. Oui, la réponse que vous avez donnée, en bref, que pour que cette situation change, il faut que là, Alors, je disais que il faut que
c'est lui qui produit le savoir. C'est lui qui est dans la première case où il y a le problème. Tout à l'heure, on avait dit qui est là, c'est le chercheur qui est dans les institutions de recherche, soit de l'université ou bien des institutions de recherche affiliées au ministère de la Santé. Il faut que celui qui est là soit suffisamment capable de comprendre comment fonctionne celui qui est responsable de la mise en œuvre opérationnelle, qu'il sache son mode de fonctionnement, de telle sorte que lui puisse trouver les bons canaux et les bonnes stratégies pour transformer son savoir scientifique en des bases d'ajustement de stratégie opérationnelle. Voilà ce que je suis en train de dire. Merci. Bon, commentaire des autres. Est-ce que, docteur Didier, ça te... Qu'est-ce que tu penses là de ce que je viens de dire tout à l'heure? Allô? Oui, allô, professeur, j'utilise le téléphone maintenant, la machine de l'ADI, parce que moi, j'ai un problème de connexion. Donc, j'ai suivi, je suis d'accord, vous avez parfaitement raison. Mon problème était de créer les liens. Vous êtes arrivé à établir ces liens-là, ces ponts entre l'université chercheur et le programme. Donc là, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Voilà. Donc, en fait, l'enjeu se trouve là. L'enjeu se trouve là, parce que si vous regardez bien comment fonctionne le ministère de la Santé, comment fonctionne dans un programme, la manière dont on fonctionne dans un programme, la manière dont on fonctionne au ministère de la Santé, on n'a pas le temps de suivre le processus de la recherche. Regardez le temps que vous allez passer pour faire un master d'une année qui va être conclu par un mémoire. Et ce mémoire-là va être certainement un apport sur un problème de santé qui concerne votre programme, votre direction ou bien votre institution. Mais ce n'est pas évident de le faire en ayant des activités classiques d'un programme. Donc, le savoir est généré dans une structure qui a la philosophie de la production scientifique. Et après, il faut le transférer au niveau de la structure qui met en place des stratégies de réponse. Donc, le gros challenge qui attend le scientifique ici, c'est d'avoir la capacité de comprendre le mode de fonctionnement de ceux qui sont des institutions et des personnes qui sont à l'étape suivante pour ne pas se faire rejeter lui-même et faire rejeter aussi sa production. Or, c'est ce que nous avons actuellement. Ici, je vous explique les bases qui vont vous permettre de comprendre, au fait, pourquoi... Ici, nous sommes encore seulement à l'étape du savoir. On n'est même pas encore arrivé au niveau des moyens. Vous voyez, tout à l'heure, la collègue qui nous donnait le témoignage de ce qui s'est passé au Kivu, vous parliez beaucoup des aspects d'argent et tout ça. Mais regardez, on n'est même pas encore dans les problèmes d'argent. Là, on est seulement dans les problèmes, on est seulement dans le savoir. Donc, les stratégies reposent sur le savoir. Mais non, comment on ajuste les stratégies à partir de nouveaux savoirs, sachant qu'ils sont générés par des institutions qui ont des profils différents et qui, malheureusement, se mettent après à se combattre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, professeur. Donc, gouverner les maladies, avoir une bonne approche de gouvernance de maladies, c'est avoir la maîtrise de toute cette chaîne. Et c'est ça que nous allons voir. Nous allons voir donc quels sont les outils, comment explorer cela. Et c'est à ces différents niveaux que vous allez identifier des problèmes. Et vous allez prendre n'importe quel... Vous remplacez le problème ici par monkeypox, ou par rougeole, ou par drépanocytose, ou par infection nosocomiale. Et vous regardez toute la chaîne et vous allez comprendre pourquoi les problèmes ne marchent pas. Et après cette analyse-là, c'est ça qu'on appelle approche analytique de la gouvernance des maladies. Pas seulement sur l'étape de l'argent. Non, ils ont mal géré, ils ont mal utilisé, ils ont pris leur famille et tout ça. Non, ça, ce n'est qu'un volet. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est depuis la connaissance. On va vous dire, vous travaillez, vous luttez contre les infections nosocomiales. Que connaissez-vous du profil des germes incriminés dans les infections nosocomiales dans les services de réanimation en RDC? Que connaissez-vous? Que connaissez-vous du profil des germes responsables des infections nosocomiales dans les blocs opératoires?
Qui travaille sur ça? La dernière production scientifique du Congo ou de tel endroit date de quand? Déjà, s'il n'y a pas de réponse convaincante sur ce point-là, à partir de là, ça veut dire que tout le reste, là, c'est n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas lutter contre un adversaire qu'on ne connaît pas. Ceux qui connaissent un peu les techniques de la guerre, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez mettre en place des stratégies de guerre contre un ennemi que vous ne maîtrisez pas? C'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, là, je suis simplement à l'étage de la connaissance de la maladie, la connaissance du problème. Et c'est pourquoi notre master ici s'appelle écologie et gouvernance. Écologie et gouvernance, ça veut dire quoi? Comprendre et gérer. Et le problème auquel nous sommes confrontés au Congo, c'est qu'on lutte contre les maladies sans les connaître. Tout le monde est expert de tout. Mais en réalité, on ne connaît pas grand-chose. On peut dire tout ce qu'on veut, mais les courbes de maladies nous disent le contraire. Criez comme vous voulez, montrez vos diplômes comme vous voulez, mais les courbes de maladies nous disent le contraire. N'est-ce pas? Oui, professeur. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. On va arrêter là aujourd'hui et puis on va continuer le cours certainement demain. Donc, c'était les bases pour introduire ce cours et puis à partir de demain, on avance. On a encore 5 minutes avant que je vous lâche pour me connecter sur l'autre réunion. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bon, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste la demande pour le support. Ah, Bino Bolinga va support. Oui. On est des futurs enseignants, on va enseigner avec quoi? Mais il ne faut pas faire de plagiat. Prends d'abord pour comprendre. C'est documenté. On va se documenter avec les notes de notre maître. Ce n'est pas qu'on va prendre ça et aller enseigner. D'accord, non, j'ai prévu vous envoyer ça. Il y a le support Word et puis il y a le support PowerPoint. Je vais vous envoyer. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Bon, voilà. J'espère que on a bien posé les bases aujourd'hui et que donc retenez que ne vous focalisez pas sur un seul aspect. Gouvernance, c'est pas seulement gérer l'argent, c'est pas seulement on a mis qui, c'est toute la chaîne là. Donc là, vraiment, on a beaucoup focalisé aujourd'hui sur la partie connaissance. D'abord connaissance. Avant même de regarder l'argent et tout ça, d'abord, est-ce qu'on connaît de quoi on parle? Les gens qui luttent, vous luttez contre la droncoculose. Est-ce que vous connaissez la droncoculose?